pouvez aller chercher plus d'informations sur l'Institut. Alors voilà. Je suis donc aussi professeure au département de sciences de la Terre et de l'atmosphère, où j'enseigne l'hydrogéologie, puis je fais de la recherche sur l'hydrogéologie depuis plusieurs années. Alors, ce que je suis venue vous présenter aujourd'hui, c'est les travaux qu'on fait sur les étangs vernaux. Donc, des étangs, des milieux humides de petite taille qu'on retrouve beaucoup en forêt, mais qu'on retrouve en milieu agricole aussi. Je vais vous parler surtout de ce qu'on commençait à faire en forêt, surtout sur le territoire de Conneff-Nature dans les dernières années. Donc, ce sont des petits environnements naturels, des petits milieux humides, mais qui ont un rôle important à différentes échelles. Donc, je vais vous présenter un peu où on est rendu, mais surtout un ensemble de questions sur qu'est-ce qui reste à faire, puis où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais dire quelques mots, parce que ce travail-là, je ne le fais pas toute seule. J'ai une équipe. Je dis que, en fait, le nom que je donne à mon équipe, c'est une équipe en hydroécologie. Donc, je fais un peu contraste avec l'éco-hydrologie parce que l'approche est surtout une approche d'hydrologie au service de l'écologie, plutôt qu'à l'inverse, on se concentre sur l'écologie et on va chercher l'information en hydrologie. Donc, beaucoup d'étudiants qui sont impliqués dans mes projets. Je vais parler aujourd'hui des travaux de Marjolaine Roux, qui vient de finir sa maîtrise et qui était co-dirigée par moi et Philippe. Et stagiaire postdoctoral aussi qui vient de commencer, dont je n'ai pas de photo ici, mais qui travaille sur les aspects un petit peu plus régionaux. Des chercheurs aussi de plusieurs universités. C'est du travail multidisciplinaire, donc parce qu'on est aux interfaces, ce qu'on fait, c'est influencé donc, par la géologie, mais aussi par la géographie, ça a des implications pour les biologistes, on utilise de la science des chimistes aussi, donc on est vraiment à l'interface pour aller essayer de trouver des réponses, essayer de comprendre comment fonctionnent ces milieux naturels qui sont connectés avec l'eau. Donc ici, là, je fais vraiment un grand pas en arrière, parce que je vais vous parler des étangs vernaux, puis ça, c'est évidemment pas des photos d'étangs vernaux. Mais un peu le focus des travaux dans mon équipe, donc en hydroécologie, c'est les milieux humides, les milieux naturels, et on devrait peut-être dire le milieu humide et hydrique, dans le sens de la nouvelle loi qui est rentrée en vigueur il y a une couple d'années au ministère de l'Environnement. Donc, les milieux qui sont à l'interface entre la surface et le souterrain. Donc, on les étudie et on essaie de comprendre comment ils sont connectés avec le souterrain, comment ils sont soutenus par l'eau profonde et puis comment ils sont résilients ou à risque en fonction des activités humaines qui ont lieu à la surface. Donc, en fait, on en parle beaucoup des milieux humides depuis une couple d'années, justement, depuis cette nouvelle loi. C'est beaucoup dans l'actualité. Cette nouvelle loi a beaucoup d'implications économiques, mais pour la gestion du territoire aussi. On en parle beaucoup, mais on n'en prend pas encore beaucoup compte dans notre gestion et notre usage qu'on fait du territoire. Fait que ici, j'ai juste mis une couple de 2 images avec des inondations puis un étiage assez sévère il y a quelques années. Mais pourquoi ces 2 images-là? C'est parce que les milieux humides ont des rôles à jouer pour retenir l'eau lors des crues et puis pour fournir l'eau aux rivières, puis aux lacs et aux différents cours d'eau en période de sécheresse. Et souvent, quand on parle de crues, d'inondations, on ne va pas nécessairement tenir compte, ou en fait, dans notre réflexion, il y a souvent pas, les milieux humides ne rentrent pas vraiment en considération. On va se dire, on a mal géré les barrages, peut-être qu'on a construit trop proche de la rive, etc. Mais ce à quoi on ne pense pas souvent, c'est que peut-être qu'on a, au fil des décennies, peut-être qu'on a trop asséché et remblayé nos milieux humides en amont qui, eux, pouvaient peut-être accumuler une partie de la crue. Donc, c'est dans le big picture, si vous voulez, là, de pourquoi on travaille sur les milieux humides, parce qu'ils ont un impact, pas juste à l'échelle locale pour la biodiversité, mais sur l'ensemble des bassins aussi. Donc, essentiellement, je suis hydrogéologue, je travaille sur les milieux humides, je travaille donc sur les milieux humides qui sont dépendants des eaux souterraines, ceux qui sont connectés avec les nappes. Et comment peuvent-ils être connectés ou dans quelles conditions, comment peuvent-ils être vulnérables? C'est un peu toutes les questions qu'on se pose. Un peu résumé avec l'image qui est ici, c'est que l'eau souterraine, en fait, écoule à différentes échelles. Il y a des écoulements qui sont très locaux, puis il y a des écoulements qui sont sur des très, très grandes distances. Puis en fonction de la topographie, en fonction de la végétation qu'on a en surface, on va avoir des endroits où il y a de l'eau souterraine qui va remonter juste après s'être infiltrée, puis d'autres endroits où elle va remonter beaucoup plus loin.
Donc, c'est ce qui est illustré là, sur ce dessin ici, là, ces flèches là, qui montrent toutes ces directions qui peuvent être variables et qui vont donner lieu à différents types de milieux humides, des sources. Ici, on a des tourbières. Ensuite, on a une forêt alluviale et de l'eau qui rentre dans la rivière ici, donc dans le milieu hydrique. Donc, les connexions sont à peu près partout, mais ne se font pas toutes de la même façon. Donc, on essaie de comprendre cet ensemble de conditions. On sait que les milieux humides ont des fonctions, et bien sûr, et qui rendent des services, mais les EDES, ça, c'est pour écosystèmes dépendants des eaux souterraines. Ça, je ne vous apprendrai rien. Là. Bon, si je vous dis qu'un milieu humide, ça permet de soutenir des habitats, la biodiversité, ça peut permettre de favoriser la mise en place de corridors d'habitat aussi sur des grandes distances, alimentation des rivières en étiage, recharge de la nappe, etc. Donc, des fonctions qui sont assez bien connues dans la littérature. Et des services aussi, donc réduction des inondations, amélioration de la qualité de l'eau, espace de loisirs. Donc, qu'est-ce que ça rend comme service à l'humain? La liste n'est pas exhaustive ici, mais c'est certainement très important. Puis de plus en plus, on va essayer d'en tenir compte de ces services-là quand on va faire l'évaluation des coûts qui sont associés à des transformations d'utilisation du territoire. Pas toujours facile de mettre des signes de dollars à côté des milieux humides, mais il y a beaucoup de travaux qui se font dans ce sens-là. Ici. Donc, il y a beaucoup de ces milieux humides qui sont dépendants des eaux souterraines. Là, je vais y aller assez rapidement, mais en fait, c'est une diapo que j'ai prise d'une autre présentation où je voulais montrer qu'on les trouve un peu partout sur le territoire. Puis les images qui sont là, c'est des images qui viennent des travaux de mon équipe. Donc, on a travaillé sur différents types de milieux humides. Donc, palustres ici, donc qui sont déconnectés peut-être du réseau hydrique. Puis là, on a des tourbières, mais on a aussi les étangs vernaux dont on va parler aujourd'hui. Les milieux humides riverains, lacustres, on travaille justement là-dessus sur le territoire de Conoque aussi, des résurgences qui sont aussi des endroits où on a des hotspots de biodiversité. Puis un contexte où on n'a pas vraiment encore travaillé dans mon équipe, c'est les milieux humides estuariens. Puis là, c'est des enjeux très importants, notamment avec l'érosion des côtes, l'augmentation des niveaux de la mer. Donc, on les trouve un peu partout sur le territoire. Puis, on sait aussi qu'ils ils subissent beaucoup de pression. Puis, on ne connaît pas encore beaucoup l'effet de ces pressions-là sur les écosystèmes dépendants des eaux souterraines parce qu'on ne connaît pas beaucoup leur connexion avec les connexions des milieux naturels dépendants des eaux souterraines et avec les eaux, ces eaux souterraines. Les connexions ne sont pas bien connues. Donc, si on interrompt la connexion, c'est quoi l'impact? Ce n'est pas super bien connu non plus. Donc, ça, c'est un graphique que j'ai emprunté à Clove et al. Qui illustre comment on passe d'un état stable, un état initial stable en termes de l'écologie des écosystèmes dépendant des eaux souterraines, avec un autre état stable, mais en passant à mesure qu'on accumule en fait les pressions sur le système. Le deuxième état stable n'étant pas celui nécessairement un état préférable au premier, mais il est certainement très différent. Et ce qui est difficile, en fait, c'est parce que cette alimentation-là est souterraine. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on est en train de basculer d'un état à l'autre parce que ce qui apporte de l'eau au milieu humide n'est pas visible à la surface. Ça, c'est le grand défi de travailler sur les eaux souterraines. On ne la voit pas, l'eau souterraine, donc c'est difficile à quantifier que l'eau de surface. Le point d'interrogation, là, est pour expliquer que on ne sait pas trop comment on passe d'un état à l'autre. Puis on n'a pas beaucoup d'indicateurs pour nous dire, des petits drapeaux pour nous dire que, là, attention, on est en train de changer d'état. Donc, cette question des pressions, je vais passer vite là-dessus, je vais la ramener un petit peu plus tard. Ça va couler mieux là, dans l'ensemble de ce que je présente. Mais cette question des pressions est vraiment omniprésente, surtout proche des villes. Des milieux où il y a des perturbations anthropiques importantes. Pour étudier ces milieux-là, il faut aussi connaître l'eau souterraine, savoir elle est où. On commence au Québec à avoir une cartographie des eaux souterraines. L'image que j'ai ici, c'est une image qui illustre tous les projets de caractérisation de connaissance des eaux souterraines qui ont été développés, mis en œuvre au Québec depuis 2009. Dans mon équipe, on a travaillé dans la région de Bécancour, sur la Nicolette, le Bas-Saint-François. On a travaillé dans Vaudreuil-Soulanges aussi, puis on a maintenant un projet qui est en cours là, dans les Laurentides. Donc, on essaie de trouver son où.
les aquifères, donc les cartographies, les formations géologiques qui peuvent contenir de l'eau, où est l'eau, comment elle circule, c'est quoi sa qualité, etc. Donc ça, c'est un vaste effort là, pour cartographier les eaux souterraines, puis avoir des bases de données qui peuvent être ensuite utilisées pour comprendre comment les milieux naturels, les milieux humides et les milieux hydriques sont connectés avec la ressource. Je ne parlerai pas beaucoup plus d'eau souterraine. Si vous avez des questions par la suite, je pourrais aller un petit peu plus en détail là-dessus. Mon objectif, ce n'était pas d'aller très loin là, sur l'hydrogéologie ce matin. Donc, les eaux souterraines, on sait qu'on en a un peu partout au Québec. La ressource, comme la ressource en eau, de manière générale, est très abondante. On la retrouve donc, un peu partout, en volume important et en bonne qualité aussi. Il n'y a pas trop de contraintes là, pour l'instant sur l'eau souterraine. De manière générale, localement, ça peut être un peu différent. Là, je voulais qu'on rentre un peu dans les milieux humides. Qu'est-ce qu'on sait sur nos milieux humides au Québec? On commence à avoir quand même pas mal de données sur les milieux humides à l'échelle du territoire. Une cartographie détaillée qui avance bien, qui est faite par Canard Illimité, avec une carte de 2018 qui est présentée ici, où on voit là, les zones où est-ce que la cartographie détaillée, tout en vert ici, est complétée. Les zones en jaune où elle est en cours, donc tout l'Estrie, puis le Bas-Saint-Laurent ici, là, on a de la cartographie qui est en cours. Donc, on va avoir bientôt des cartes pour nous dire sont où les milieux humides dans ces secteurs-là. Puis, toutes les zones en rouge, ça va être fait à un moment donné, on ne sait pas trop quand encore. Il existe la cartographie générale, là, on a des cartes milieux humides, mais la détaillée n'est pas encore disponible. Et on commence à avoir quand même pas mal d'informations sur les milieux humides. Oui, bien sûr. Général détaillé, c'est à quelle échelle, tu veux dire? La cartographie détaillée est faite à une échelle, bon, évidemment, beaucoup plus précise. Là. Je ne pourrais pas dire en termes de superficie, mais il y a surtout une validation qui est faite terrain. Donc, une analyse de satellitaire, photo aérienne, et ensuite validation sur un certain pourcentage du territoire. Alors que la générale est faite à partir des cartes ciel, des cartes d'occupation du territoire qui sont beaucoup plus vagues. La difficulté qu'on a quand on veut travailler avec les étangs vernaux, c'est qu'on ne les voit pas sur ces cartes-là. Un étang vernal, c'est vraiment très petit. Ça peut être grand comme la pièce ici. Donc, c'est très, très difficile à cartographier à partir de photos aériennes ou à partir d'images satellites. Donc, on a très, très peu d'informations sur ces étangs, mais on sait qu'ils sont très, très présents sur le territoire. Ici, j'ai mis une image c'est une cartographie qui a été faite sur le territoire de Queneuf. C'est du travail qui a été fait par le CERFO, entre autres, qui, eux, ils ont utilisé les images LIDAR pour interroger les images et voir les dépressions, les secteurs où il peut y avoir potentiellement des étangs vernaux. Donc, toute une démarche qui a été mise en place sur plusieurs années, avec beaucoup de validation de terrain, qui marche la plupart du temps, on va dire. C'est pas toujours facile d'aller sur le terrain et dire, là, mon image d'art me dit qu'il y a un étang de 50 mètres carrés à cet endroit-là, puis il y en a vraiment des validations qui ont été faites, des points où il y a eu effectivement confirmation, mais d'autres points où les étangs n'ont simplement pas été trouvés. Mais il y a des modifications qui ont été apportées à la technique. Je ne voudrais pas en rentrer dans les détails parce que je risquerais de m'égarer. Je ne connais pas suffisamment le détail de la technique. Mais disons que sur ce territoire-ci, puis je vais vous remontrer une carte avec les travaux de Marjolaine tantôt, sur ce territoire-ci, on a l'équipe du CERFO avait identifié environ 350 étangs vernaux potentiels sur 200 km² à peu près, quelque chose comme ça. En tout cas, au moins, c'est l'ordre de grandeur. Donc, énormément d'étangs vernaux. Il faut penser qu'à peu près dans toutes les dépressions, en forêt humide, il y a un potentiel d'un étang. Il n'y en a pas nécessairement partout dans toutes les dépressions, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver à plusieurs endroits. Donc, c'est quoi un étang vernal? Peut-être on pourrait définir la chose. D'abord, c'est un étang qui se retrouve à chaque année au même endroit. Donc, si on avait une flaque d'eau une année, mais après ça, on ne l'a pas vu pendant 10 ans, bien, on ne va pas considérer que c'est un étang vernal. Vernal, ça vient de printemps, ça veut dire qu'il s'active au printemps. En fait, ils sont un peu mal nommés. Là. Vernal, je ne pense pas le bon terme pour ces étangs.
Ce sont des étangs, je pense plutôt, il faudrait les appeler plutôt des étangs temporaires, c'est-à-dire qu'ils ont comme caractéristique qu'ils doivent s'assécher pendant la nuit. Et ça, c'est assez important parce que puisqu'ils s'assèchent, il y a une faune qui ne peut pas s'installer dans l'étang. Il n'y a donc pas de prédateurs et puis ils deviennent des habitats très importants pour le développement d'autres espèces. Donc, parce qu'ils s'assèchent, ils permettent la mise en place d'une certaine biodiversité. Donc ça, c'est très important. Si on avait des étangs si c'est des étangs qui sont permanents, c'est important aussi pour la biodiversité, mais d'une autre façon. Donc, eux, ils jouent un rôle particulier parce qu'ils sont surtout là au printemps. Je peux mettre des petites questions? Bien sûr. Est-ce qu'ils doivent s'assécher à chaque année? Parce que moi, j'en ai beaucoup dans ma forêt, des étangs, mais il y en a qui, un été sur deux, je dirais qu'ils ne s'assèchent pas. Ouais, c'est une bonne question parce que on travaille aussi sur des étangs invernaux en région agricole, en Montérégie, c'est des habitats de renard de faux-grillon. Puis, il y en a qui ne s'assèchent pas. On a donc suivi pendant 2 ans, on a de l'eau tout le temps. 3e année, plus sec, là, il n'y avait pas d'eau. Et puis, on se pose la question, justement. La littérature n'est pas super claire là-dessus. Puis, c'est clair que pour les aspects biologiques de la chose, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Mais ça arrive, des étangs qui vont s'assécher dans des conditions particulièrement sèches. Je vais vous montrer les résultats de Marjolaine pour les étés 2016 puis 2017. Vous allez voir les étés extrêmement contrastés. Puis, il y aurait pu avoir de ces étangs-là qui ne se seraient pas asséchés, là, étant donné que ça a été vraiment très, très humide. Donc, ils sont de nature éphémère. C'est probablement leur plus grande caractéristique. Mais ils sont aussi isolés géographiquement. En fait, en anglais, on va les appeler des geographically isolated wetlands. Ça, encore une fois, je trouve que ce n'est pas un très bon terme parce qu'ils sont isolés dans le sens qu'ils ne reçoivent pas d'affluents. Ils ne vont pas se vider avec un cours d'eau vers un autre. Donc, ça élimine les étangs de castors, nécessairement, qui, eux, sont permanents. Les étangs de castors, moins qu'on enlève le barrage, là, ils sont toujours là. Les étangs vernaux, donc, n'auront pas, il n'y a pas d'affluent qui est visible, puis il n'y a pas d'eau qui va partir tout le temps de l'étang pour aller vers ailleurs. Ceci dit, il peut y avoir un trop-plein quand même, parce que c'est une cuvette. S'il pleut énormément, un peu d'évaporation, mais ça se peut que la cuvette se vide par trop-plein. Mais ce trop-plein-là, ça va vraiment être un trop-plein, ça va se vider et non pas nécessairement former un cours d'eau qui va aller se connecter à un autre étang. Donc, il n'y a pas de connexion hydraulique entre les étangs. Ceci dit, ça aussi, il y a des étangs, parfois, il y en a 2, 3 dans 2, 3 cuvettes, une à côté de l'autre, puis peut-être qu'il y a des connexions quand il pleut très fort. Donc, ça, les définitions, des fois, sont un peu limites. Sont la plupart du temps de faible superficie et de faible profondeur. Donc, c'est relativement petit, puis il n'y a pas 3 mètres d'eau dans un étang vernal. C'est vraiment... on a un étang qui fait 1 mètre et demi peut-être de profondeur, mais c'est vraiment le plus profond qu'on a trouvé. Donc, ils sont souvent, à cause de ces raisons-là, ils sont souvent non inventoriés, puis difficiles à repérer en forêt. Donc, on sait qu'il y en a beaucoup, mais ils ne sont vraiment pas faciles à voir parce qu'ils sont tout petits. Puis, il faut y aller pendant qu'ils sont humides, évidemment, en période sèche, mais c'est parfois un peu difficile de les identifier. Donc, le projet de Marjolaine a commencé en 2016. Puis, on a réalisé assez rapidement qu'on connaissait à peu près rien des étangs vernaux au Québec, à part savoir qu'il y en a dans le paysage, là, il y en a sur le territoire en forêt, mais comment ils fonctionnent, comment ils sont connectés, comment ils ne sont pas connectés, comment ils s'alimentent, etc. On avait à peu près pas de littérature québécoise là-dessus. Par contre, nos voisins dans le Maine ont fait déjà pas mal de recherches sur ces questions-là. Fait qu'il y a quand même une littérature dans des contextes un peu similaires, mais qui n'avait pas été fait aussi au nord et pas sur le bouclier canadien non plus. Donc, il y avait vraiment un besoin là, pour comprendre ces environnements-là. Donc, Marjolaine a travaillé sur le terrain donc sur le territoire de Canuck Nature pour caractériser les étangs, identifier les processus hydrologiques qui gèrent leur bilan hydrique, puis quantifier les sources et les pertes d'eau.
pour répondre à un ensemble de questions qu'on s'est posées dès le début. Là. Donc, qu'est-ce qui contrôle la période d'inondation? Parce qu'on s'entend, il faut que la période d'inondation soit assez longue pour que la grenouille ou la salamandre qui va laisser ses œufs dans l'étang, pour que ses œufs aient le temps de venir à maturité avant que l'étang soit sec, évidemment. Donc, est-ce qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a de l'eau pendant une période suffisamment longue pour maintenir ce cycle reproductif là, de la reproduction de ces espèces d'une année à l'autre? Est-ce qu'il y a des étangs qui se réactivent dans le courant de l'été? Puis si oui, pourquoi? En fait, parce que donc c'est pas juste, je vous disais, vernal, c'est mal nommé. Vernal, ça veut dire printemps, mais ils ne sont pas là juste au printemps. Ils vont s'assécher juin, juillet, puis ensuite, ils vont se réactiver quand il y a des grosses précipitations. Donc, pourquoi ils se réactivent, dans quel contexte, puis pendant combien de temps ça dure aussi. Et puis, à l'automne, tous les étangs sont réactivés. Donc, c'est assez typique, là. À l'automne, fin de l'automne, tous les étangs sont remplis, ils restent remplis tout l'hiver, puis à la fin, comme d'ici un mois à peu près, on va les revoir mouillés, probablement en saturation maximale, puis après, on recommence une autre année. Fait que finalement, le seul moment où ils ne sont pas actifs, c'est de juin à octobre à peu près. Ils ne sont pas actifs en continu. Difficulté à identifier sur le terrain. Donc, un bon défi pour Marjolaine en 2016 d'aller les identifier, de trouver les étangs puis de les instrumenter. Donc, elle a travaillé fait pas mal de travail pour les identifier sur le terrain, mais ensuite les instrumenter. En 2016, il y en a 6 qui ont été instrumentés pour une mesure en continu des niveaux, puis une dizaine qui avaient été instrumentés aussi, mais juste pas instrumentés, mais caractérisés, juste pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent, quelle est leur profondeur et tout ça. En 2017, on a instrumenté tous les étangs parce que ça nous fournissait juste plus d'informations utiles. Puis en 2018, il y a 17, il me semble que 17, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être 16, mais bon, entre 15 et 17 nouveaux étangs qui ont été mis en place dans le cadre du nouveau projet que Christian a obtenu pour travailler sur la biodiversité forestière. Je pense qu'il va en avoir des nouveaux ce printemps. C'est des choses dont il faudra qu'on discute, comment et combien et tout ça. Là, donc, on en a une trentaine, 30-35 d'étangs qui ont de l'instrumentation. Ce qui est assez exceptionnel dans une forêt qui est quand même, oui, c'est assez vaste, mais où on a de la donnée en continu mesurée sur des étangs vernaux. Donc, on commence à avoir une base d'informations assez intéressante. Donc, ceux qui sont instrumentés depuis le plus longtemps, ils ont l'air de ça. Donc, les couleurs que vous voyez au fond, c'est la bathymétrie. Juste que je vois le temps qui passe. La bathymétrie, donc une topographie assez détaillée des étangs, des sondes pour mesurer le niveau d'eau dans l'étang, le niveau d'eau dans la nappe, un pluviomètre aussi. Donc, ils sont tous instrumentés comme ça, sauf ceux de l'année passée où il y a juste une sonde dedans. Caractérisation des matériaux, de la végétation, l'étendue, etc. Donc, vraiment, on veut savoir à peu près tout ce qu'on pouvait savoir sur les étangs. De la géologie, des coupes géologiques. Donc, c'est quoi qui est en dessous de ces étangs-là? Parce que si on veut savoir si c'est une connexion avec la nappe, ici, est-ce que c'est bloqué par de l'argile ou c'est des matériaux qui permettent l'infiltration? Comment peuvent se faire les échanges entre les deux? Donc, tous les sites ont été, pas encore ceux de 2018, mais tous les autres ont ce genre d'informations-là. Ce qu'on sait, c'est que les bassins versants, on connaît les bassins versants, les superficies des étangs, leur profondeur, la nature des matériaux qui sont en dessous. On a des propriétés hydrodynamiques de ces matériaux-là aussi, je ne les ai pas mis ici. Mais et aussi, on a fait des carottes sur certains sites, on a fait du carbone 14 sur la matière organique au fond de certains étangs. Et puis, donc, on a des datations qui nous montrent que ces étangs-là sont là depuis longtemps. Certains depuis plusieurs centaines d'années. Donc, la matière organique est très ancienne au fond. Donc, c'est des endroits, c'est des environnements qui sont très résilients. Donc, juste une coupe de diapo pour montrer les résultats de Marjolaine. Donc, ce qui l'intéressait, en plus de savoir ils sont où dans l'espace et quelles sont leurs caractéristiques, c'est quoi leur activité hydrologique.
quand est-ce qu'ils se mettent en eau, puis quand est-ce qu'ils s'assèchent. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est donc ici, si on regarde l'image du haut, 2 années, là, 2016, je ne sais pas si vous avez souvenir de l'été 2016, mais extrêmement sec et chaud. Ça ressemble un petit peu à l'été qu'on vient de passer, l'été 2018, mais il a été suivi par l'été 2017 qui a été très humide. Fait que vous voyez, donc en juin, ici, là, tous les étangs étaient secs. Puis alors qu'en juin, en 2017, tous les étangs étaient encore mouillés. Ils ont été mouillés, en fait, jusqu'au début du mois d'août. Ça a été très, très long, l'hydropériode. Donc, la période d'humidité au printemps, très, très long en 2017. Puis ici, on voit là, les contrastes entre 2016 et 2017 pour l'ensemble des étangs. Donc, les conditions météo sont vraiment importantes. On n'a pas encore comptabilisé toutes les données de 2018 pour tous les étangs, mais on va avoir donc une barre de plus très bientôt pour comparer les hydropériodes, puis les moyens de faire un peu de statistiques aussi. Parce que là, pour l'instant, on a pu analyser les variables explicatives sur les chroniques qu'on a là. On a été capable de mettre en évidence que l'épaisseur des dépôts, les ratios, donc la forme de l'étang et le volume d'eau maximum qu'il peut emmagasiner sont des variables explicatives je vais tout écrire ici, de l'hydropériode. Donc, c'est une information super importante parce que ça nous permet de comprendre comment, qu'est-ce qui fait qu'ils sont humides, qu'est-ce qui fait qu'ils ne le sont pas, puis comment ils peuvent, comment se fait-il qu'ils restent humides en fonction du temps. En fait, ça nous donne l'information pour commencer à comprendre comment ils marchent. Après ça, Marjolaine a mis en place un modèle, donc développé un modèle relativement simple qu'elle a ensuite programmé pour faire le bilan hydrique de ces étangs. Donc, il y a de l'eau qui rentre par la pluie, l'évaporation, le ruissellement, etc. Fait que ici, vous avez l'ensemble des processus qui sont représentés, qui sont, c'est un modèle relativement simple, avec peu de paramètres à caler, mais qui lui a permis de simuler les volumes d'eau dans ces étangs au cours de ces 2 étés. J'ai pas montré les graphiques mesurés, simulés, mais ici, elle a pour 4 étangs comparé les volumes d'eau qui rentrent puis qui sortent pour essayer de comprendre comment ils sont alimentés, ces étangs-là. Quand on a commencé le projet, on se disait des étangs vernaux, des étangs de cette taille-là, sur le bouclier canadien, vont surtout être alimentés par le ruissellement. Par l'eau au printemps, la fonte qui s'accumule, puis après ça, ils vont juste se vider tranquillement. En fait, oui, il y a du ruissellement, puis ils s'emplissent, puis ils se vident tranquillement, mais quand il pleut l'été, puis c'est pour les pluies, je pense que je l'avais noté ici, pour les pluies importantes, donc à plus que 45 mm là, en 2 jours, si je me souviens bien du travail de Marjolaine, il y a une réactivation des étangs. Il n'y a pas de ruissellement de surface qui est visible. Donc, puis on sait, parce qu'on a des pluies ailleurs sur le territoire, on sait que le niveau de nappe remonte quand il y a une pluie de cette importance-là, remonte probablement suffisamment pour revenir mouiller les étangs. Donc, on a une indication d'apport d'eau souterraine, au moins pendant une certaine période de l'année. Marjolaine a aussi analysé le radon dans ces étangs. Donc, le radon, c'est un traceur de l'eau souterraine. Donc, elle a trouvé du radon dans tous ces étangs, à la fois au printemps puis à l'automne quand il se remouille. Donc, indicateur que ce traceur d'eau souterraine, s'il se retrouve dans l'étang, c'est qu'il y a de l'eau souterraine qui est dans l'étang aussi. Donc, ce n'est pas un travail qu'on a encore complètement mené jusqu'au bout pour le radon, mais on va probablement continuer à travailler là-dessus cet été, mais un indicateur d'apport d'eau souterraine aussi. Donc, notre hypothèse de départ, que c'était surtout l'eau de surface, commence à être un peu contredite là, par les résultats qu'on observe. Puis, un peu par les résultats de la modélisation aussi, qui nous montrent que, oui, il y a beaucoup de ruissellement. Donc, en fait, ici, c'est surtout de l'eau de subsurface, parce qu'on n'a pas d'évidence de ruissellement en surface, mais qui va s'infiltrer puis ressortir assez rapidement pour venir rejoindre l'eau des étangs. Donc, il y en a beaucoup de cette eau-là, mais il y a aussi beaucoup d'eau souterraine. Jusqu'à 30 % de l'apport d'eau dans l'étang qui proviendrait de la nappe. Avec des trop-pleins très variables. Il y a certains étangs qui se déversent par trop-plein, puis d'autres pas du tout. Donc, là, c'est juste 4 de ces étangs. Elle en a 16 pour les 2 premières années, 18 autres à simuler aussi pour l'année qui vient, l'année 2018. Donc, ce portrait-là commence à se préciser pour une autre indication de connexion avec l'eau souterraine.
Travail très local, hein? On imagine la taille de la pièce ici, de l'eau, on essaie de comprendre les processus, fait que c'est vraiment très, très pointu, mais à plusieurs endroits sur le paysage. Maintenant qu'on a des indications qui sont assez convaincantes qu'on a une connexion avec la nappe, bien, on se demande bien, comment cette connexion-là influence la connectivité à des échelles plus vastes, donc à l'échelle, j'appelle l'échelle du massif forestier. Je ne sais pas si les forestiers aiment ça qu'on parle de massif forestier, en fait, j'en ai pas trop d'idées. Moi, ça me semble plus intermédiaire comme échelle que notre échelle régionale. Mais donc, au-delà de l'étang. Donc, qu'est-ce qui fait que les étangs sont connectés les uns avec les autres s'il n'y a pas d'autres surfaces qui coulent? Donc, on aimerait ça comprendre ça parce qu'on veut comprendre ce qu'on fait sur le territoire, on va avoir un effet, pas juste sur un étang, mais sur leur connectivité qu'ils ont les uns avec les autres. On peut a priori se dire c'est tellement petit que ça n'a probablement pas d'impact, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, au-delà de la grenouille qui a besoin de son habitat. Finalement, hydrologiquement, c'est peut-être pas très, très significatif. Il y a toute une littérature dans les derniers 10 ans à peu près là, qui s'est développée autour de cette question-là des geographically isolated wetlands, puis comment ils sont vraiment isolés géographiquement, donc il n'y a pas de lien hydraulique entre les étangs, mais comment ils sont interconnectés, puis comment ils contribuent à maintenir une humidité en surface, puis ils reçoivent de l'eau dans la nappe, puis ils contribuent de l'eau à la nappe aussi. Donc, il y a une littérature assez intéressante avec beaucoup de travail de terrain, évidemment, mais aussi des traçages, la modélisation, beaucoup de travaux à l'échelle régionale qui sont abordés de manière avec la modélisation. Donc, pour répondre à un ensemble de questions, on a, dans le cadre de ce projet là, qui est mené par Christian, développé, mis en place un projet qui est un projet de postdoctorat sur la modélisation régionale de tout ça. Pourquoi et comment on veut procéder? Pour illustrer ça, j'aime bien utiliser cette image-là qui est un travail qui a été fait par McLaughlin et collaborateurs en 2014, où ils ont représenté des étangs verts, des geographically isolated wetlands, dans un modèle. Puis là, ils ont regardé, est-ce que si on en a juste un qui est très gros, est-ce que ça a un effet sur les variations de niveau d'eau dans la rivière en période d'étiage, puis sur les variations de niveau d'eau dans la nappe? Alors, si on en a deux de taille plus petite, est-ce que ça a un effet? Alors, si on en a 75 qui sont beaucoup plus petits, mais avec la même surface totale, est-ce que l'effet va être différent? Puis, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que, ici, si vous regardez ce graphique-là, donc la surface totale des milieux humides, puis le nombre de milieux humides, ici, on a une échelle là. Puis ici, c'est la variation des débits en période d'étiage dans un cours d'eau. Donc, plus que ça diminue. En fait, c'est la variation, c'est pas la variation, c'est l'écart type. Donc, c'est comment il varie l'étiage dans le cours d'eau. Donc, plus que le chiffre est petit, grand négatif, plus qu'il est négatif ici, plus qu'en ajoutant un milieu humide supplémentaire, on va réduire la variation. Fait que ce qu'on veut, c'est d'être le plus négatif possible ici, pour pas qu'il y ait de contraste dans le temps dans nos débits de base ou dans les niveaux de nappe. Ici, le dessin, c'est pour les débits d'étiage. Donc, sur le dessin, sur l'image, ce qu'elle montre, en fait, c'est le résultat de toute leur modélisation, montre que plus que la surface est grande, puis plus qu'on a un grand nombre de milieux humides, donc pas juste un grand, mais beaucoup de milieux humides, peuvent être petits, mais la surface totale doit être grande, mais plus qu'on va réduire la variabilité de la ressource eau souterraine, si vous voulez. Donc, les résultats, ça c'est une seule de leur image, mais ils en ont toute une série là, dans leur publication. C'est une indication que plus la superficie des étangs vernaux est grande, plus le nombre est grand, donc plus la résilience hydrologique augmente. Là, j'ai mis résilience entre parenthèses parce que c'est un terme que, si on l'utilise, il faut le définir, puis il y a plusieurs définitions en résilience. En anglais, il parlait de capacitance. Je trouve que ça parle peut-être un petit peu moins. Mais c'est la capacité d'absorption d'une pression ou d'un stress. Donc, un rôle significatif des étangs vernaux dans la connectivité régionale. Donc, c'est un résultat assez intéressant qui a été utilisé, en fait, qui a été développé pour un contexte de plaine. Donc, évidemment, ce n'est pas le bouclier canadien sur le territoire de Conoque.
Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça peut être transposé dans le contexte du pays canadien? Est-ce que cette connectivité-là, via la nappe, qui est dans un aquifère de roc fracturé, relativement peu perméable, est-ce que cette connectivité-là, est-ce qu'on peut encore la considérer? Si la réponse est oui, bien, ça va être intéressant pour faire des recommandations sur l'utilisation du territoire. Si la réponse est non, bien, ça va être intéressant aussi, mais les recommandations vont être évidemment différentes. Donc, modélisation régionale que l'étudiant va mettre en place, donc on doit considérer différents types de modèles, du plus simple au plus complexe. Évidemment, on aime travailler avec des modèles qui sont plus complexes parce qu'ils représentent plus de processus à l'échelle régionale, mais il y a aussi besoin de plus de paramètres. C'est plus coûteux en termes de temps de calcul. Donc, on a une démarche là, à plusieurs niveaux de complexité, là, mais je ne voudrais pas aller trop dans les détails de ça. Juste pour dire qu'on continue, donc, ce choix des modèles, qui évoque le meilleur modèle pour représenter le système, ça fait partie de la réflexion. Mais on veut aussi donc utiliser cette modélisation pour réfléchir aux pressions, aux effets des pressions sur ces milieux très, très proches de la surface. Donc, quel type de pression, quels sont leurs effets, quelles incertitudes, quelle est la résilience du milieu. Sur cette image-ci que j'ai passée très vite tantôt, là, je montre que, en fait, c'est parce que ce sont des milieux de très, très proche surface, des petites variations du niveau d'eau souterraine peuvent avoir un impact majeur sur le milieu. Dans une année, on considère que la nappe va pouvoir varier entre 2 et 5 mètres, à peu près 5 mètres, c'est vraiment beaucoup là, pour un battement naturel d'un aquifère, du niveau de l'eau dans l'aquifère. Puis si on imagine un étang vernal qui ont le plus petit en bas de 50 cm d'eau sur Quenoc, puis le plus grand, il y a 1,5 mètre peut-être. Et on est en deçà du battement naturel de la nappe. Fait que si on a plusieurs années relativement sèches, les niveaux de nappe vont être un peu plus bas, les battements vont peut-être être de plus en plus profonds. Fait qu'on arrive vite déconnecté avec le milieu en surface. Déconnecté certaines périodes de l'année, c'est peut-être pas bien grave, mais si on était déconnecté de manière successive, plusieurs années de suite, beaucoup de printemps, des printemps secs, des automnes secs et chauds, bien, on pourrait arriver à un moment donné à ce que on soit juste en deçà du niveau d'eau qui est nécessaire pour réalimenter l'étang, qui, lui, donc j'essaie de le montrer tantôt, reçoit de l'eau souterraine. Donc, c'est un peu pernicieux parce qu'on ne voit pas l'eau souterraine, puis les tendances, si vous avez une maison de campagne, vous avez un puits, il est à 200 pieds, votre puits, la pompe est peut-être à 100 pieds, que le niveau de nappe, il varie comme ça, puis un peu plus bas comme ça d'une année à l'autre, ça peut prendre 25 ans avant que vous vous rendiez compte qu'il y a un impact, avant que vous ayez plus d'eau dans votre chalet ou dans votre maison. Mais le milieu humide, lui, il va l'avoir senti bien avant le 25 ans. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les modèles puis des scénarios climatiques pour essayer de voir où est-ce qu'on s'en va dans le futur. C'est quoi l'impact de tout ça sur les variations de niveau de nappe. Ici, j'ai montré, c'est des scénarios qui s'appliquent à la région de Quenoc. Donc, on travaillait avec Oranos qui nous ont sorti tout un ensemble de scénarios. Et je les ai... j'ai un autre étudiant qui travaille sur ces scénarios en ce moment. Puis hier, j'ai fait ces images-là. Puis quand j'ai mis le plus 5 degrés en 2100, ça ne m'a évidemment pas fait plaisir. Mais donc, vous connaissez un peu le contexte. On a des scénarios, on a des modèles climatiques, on en a toute une panoplie. On fait des modélisations avec tous ces modèles. Puis on regarde ensuite, bien, OK, c'est le futur, bien, ça va être des températures qui peuvent être comme ça ou comme ça. C'est la gamme de valeurs, de conditions futures qui sont possibles. La gamme est très large. Mais la médiane, qui est ici, donc 2100, est à peu près 5 degrés Celsius plus grande que la médiane en 1950. Donc, une augmentation de température, clairement. Et parce qu'il fait plus chaud, on a aussi une augmentation de la saison de croissance qui est prévue pour 2100, en médiane, encore une fois ici, 35 jours plus grande que celle de 1950. Donc, c'est des tendances très, très marquées. Pour température, pour les précipitations, elles le sont moins. Je n'avais pas la figure sous la main, mais c'est moins marqué les augmentations de précipitations, même si tous les modèles disent qu'il y en aura une. Donc, ce qu'on veut faire, c'est utiliser ces scénarios climatiques, les combiner avec des scénarios de couverture forestière variables. Donc, les mêmes conditions actuelles, on les retrouverait en 2100,
ou alors on va transformer une partie des résineux, pas transformer, mais les parties des résineux sera remplacée par des feuillus. On pourrait faire des scénarios d'aménagement du territoire, donc ça fait partie de la réflexion qui est en cours aussi. Des scénarios où on a des insectes, des maladies qui viennent changer la demande évaporative, donc changer le bilan hydrique aussi. Donc, c'est coûteux mathématiquement de faire tout ça, mais ça fait partie du plan. Alors, peut-être une dernière diapo pour terminer. Donc, c'est quoi les implications de tout ça? Sachant que les étangs ont un impact très local, sur c'est pour les écosystèmes, pour les espèces qui y vivent, mais qu'il y a probablement un impact régional aussi, qui nous reste à démontrer pour le bouclier canadien, mais qui a été mis en évidence dans d'autres contextes aussi. Donc, c'est quoi l'impact de tout ça pour la protection de ces milieux-là? Évidemment, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va trouver à l'échelle régionale encore, mais si on regarde un peu dans la littérature pour s'en inspirer, donc les Cohen et collaborateurs en 2016 ont montré, ont illustré graphiquement de manière que je trouve assez élégante différents types de milieux humides isolés, donc qui seraient peut-être connectés de manière intermittente à l'écoulement de surface, qui seraient connectés de manière un peu plus continue à l'écoulement en rivière et qui seraient très peu fréquemment connectés avec les écoulements en surface ou pas du tout. Donc, ils seraient surtout connectés à l'eau souterraine. Donc, on peut penser que nos étangs vernaux sont peut-être quelque part entre ces deux-là. Ils ne sont pas connectés au cours d'eau directement, mais peut-être entre le jaune et le rouge. Si on regarde l'image du bas, donc la probabilité cumulée, puis ça c'est en fonction du temps de séjour là, de l'eau dans le système, tout ce qui est les mêmes couleurs se rappellent ici. Là, le rouge est là, c'est plus de l'eau souterraine, plus de l'eau intermédiaire, puis plus de l'eau de surface dans le cas du vert. C'est clair que si on est entre ces deux-là, mais on est dans des contextes où on a, c'est de l'eau qui a des temps de séjour intermédiaires qui nous concernent. Donc, c'est sur de l'eau souterraine. Donc, qu'est-ce qui peut influencer l'eau souterraine, puis l'eau qui circule entre la surface directement, puis les cours d'eau, puis vraiment l'aquifère qui est en dessous? C'est ça qu'il faut protéger, en fait, si on veut protéger le type de milieu humide qui nous intéresse. Donc, on veut sans doute limiter les variations de niveau de nappe parce qu'on veut pouvoir maintenir cette connexion-là, même si elle n'est pas toute l'année. On veut vouloir minimiser les perturbations directes parce qu'on va vouloir maintenir cette connectivité de surface quand elle existe. Puis, on va vouloir éviter le plus possible d'augmenter le ruissellement pour ne pas se rendre avec des conditions où on a beaucoup d'eau de surface qui circule et qui pourrait laisser les particules fines, la matière organique qui est en surface aussi. Évidemment, on va ça, c'est nos hypothèses pour l'instant. On pense que c'est vers là qu'on va s'en aller comme recommandation, mais ça reste à démontrer avec les outils qui vont être mis en place à l'échelle régionale. Mais on commence déjà dès le mois prochain, en fait, à réutiliser les outils que Marjolaine a développés, les modèles locaux, avec des scénarios climatiques et des scénarios d'utilisation du territoire pour modifier les intrants des modèles puis pouvoir poser des hypothèses à l'échelle locale. Donc, qu'est-ce qui influence la dynamique des étangs localement? Puis ensuite, on va venir intégrer tout ça à l'échelle régionale. Alors, voilà, ça fait le tour de ce que j'avais préparé pour vous présenter. Merci comme d'habitude aux organismes qui nous ont financés et aux collaborateurs directs. Donc, notre nature et conservation de la nature, je trouve important de les mentionner ici. Puis, si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'on a des questions? Moi, je me demandais juste comment vous preniez en compte les effets de changement de végétation dans vos modèles échange nappe étangs vernaux et souterraines. Dans le modèle de Marjolaine, la végétation n'est pas prise en compte explicitement.
Donc, on la prend en compte indirectement parce qu'on représente l'évaporation sur le bassin versant. Mais pour l'instant, notre représentation de l'évaporation est avec des méthodes semi-empiriques, donc qui ne sont pas influencées directement par la végétation. Par contre, on a, comme dans tout modèle hydrologique, un ensemble de coefficients qu'on doit ajuster pour représenter la dynamique des variations de niveau. Et on peut ajuster un certain nombre de ces coefficients-là. Bon, il n'y en a pas tant que ça, c'est un modèle quand même assez rationnel pour ça, mais on peut ajuster une partie de ces coefficients pour représenter différents types de végétation, différentes reprises évaporatoires. Mais pas en termes de est-ce qu'on a des arbres, est-ce qu'on a des grands arbres, des petits arbres, de tel type de végétation, de la couverture basse, on ne peut pas représenter ça là-dedans. Cependant, dans des modèles comme ceux qu'on propose d'utiliser à l'échelle régionale, là, on peut intégrer la représentation un petit peu plus précise. Il y a ces modèles qui représentent le souterrain et la surface qui vont permettre de représenter la profondeur racinaire, l'interception de la précipitation en surface. Donc, on peut aller plus loin dans les impacts des changements de l'aménagement du territoire avec des modèles plus détaillés. On en discutera peut-être après. Oui. Oui, Audrey. Je me demandais, Marie, est-ce que vous avez regardé un peu la zone d'influence autour des étangs verdoux? Par exemple, est-ce que c'est très, très, très localisé ou il y a comme un gradient dans la teneur en eau du sol qui est comme une zone tampon où c'est très, très, très graduel autour, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment quelque chose de super concentré? Oui, ça c'est intéressant. Dans le contexte de Quenoc, on a très peu de sol. Hein. On a de la matière organique qui s'accumule dans les cuvettes, puis c'est là qui est l'étang la plupart du temps. On n'a pas fait de gradient de teneur en eau dans le sol. Ce serait intéressant de le faire pour voir l'étendue, comme tu dis, des teneurs en eau, puis voir comment la nappe aussi, à quel moment elle revient à la surface. Donc, on pourrait enregistrer avec des sondes de teneur en eau en zone non saturée. Ce serait intéressant de le faire. Il y a une chose qu'on souhaitait faire l'été passé, qu'on ne l'a pas fait pour une raison de matériel, mais on va essayer de le mettre en place cette année, c'est de faire quelques forages, mais peu profonds. Donc, on a une forageuse portable qu'on peut amener sur le terrain sans trop de difficultés. C'est quand même très lourd à déplacer, mais on voudrait faire des trous dans le roc à proximité pour avoir un monitoring du niveau de la nappe proche de l'étang. Ce qu'on n'a pas en ce moment, on doit utiliser des forages qui sont des forages pour des chalets ou des forages non utilisés, mais qui sont un peu plus loin. C'est un peu trop loin là, pour que ce soit vraiment confortable pour faire des relations directes entre les deux. L'épaisseur de sol, c'est quoi? On a, par exemple, dans le fond des étangs, je ne sais pas si je suis capable de revenir rapidement là-dessus. Oui, on a des sédiments qui peuvent aller jusqu'à 1,75 m là, dans le fond de l'étang. Puis je pense que celui-là, c'est le S5, c'est un de ceux dans lequel on a le plus épais de sédiments au fond de l'étang. Mais on ne parle pas on parle pas de pédologie, là, on parle de sédiments minéraux. Avec de la matière organique quand même qui peut être assez importante aussi. Là, dans certains cas, on a plus qu'un mètre de matière organique au fond de l'étang. On a probablement, ici, on arrive sur le dessin là, directement sur le roc, là, mais probablement qu'on aurait ici aussi quelques centimètres de sol par ailleurs. Mais dans la plupart des cas, très peu de sol autour des étangs directement. Par contre, l'étendue du bassin versant a été considérée pour la part en eau de surface. Là. Mais on n'a pas cette donnée-là. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas à propos de la dynamique de ces étangs, hein, mais ça pourrait être intéressant de faire du monitoring localement pour ça aussi. Rapide? C'est beaucoup de travail à faire ça. Est-ce que ça a été fait sur chaque site, chaque étang? Ça a été fait sur tous les étangs de 2016-2017. L'échantillonnage, on voit la distance. Ben, tu vois les coups de sonde ici. Ah, OK. Okay. Donc, il y a deux transects qui ont été pris sur chacun des 16 étangs. Les 17 autres vont être faits cet été. Mais, ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5 sondages dans les deux directions, probablement. Mais bon, avec une carotteuse. Ouais, une carotteuse,
profonde. Plutôt une tarière, probablement, pour aller ici, là, pour se rendre jusque-là, jusqu'au roc. Fait que c'est facile de voir l'impactance, c'est parce qu'on est sur le roc. Mais À l'intérieur, presque 1,5 mètre. ça a tout été fait à l'intérieur. Exactement laquelle, là, je me souviens plus de la dimension, tout ça, mais on peut aller profondément avec une tarière. C'est surtout quand on est dans le sable, là. Quand on est dans l'argile, ça prend des bons bras, là, mais ouais, c'est assez laborieux à caractériser, Ouais. effectivement. C'est laborieux de faire la topographie aussi, là. Là, si vous imaginez le nombre de points là, qui a été fait pour ça, ça a été fait pour les 16 étangs. Mais il fallait qu'on ait beaucoup d'informations parce qu'on partait de rien. Ça commençait là. Angélique, est-ce que tu avais une question? Ou c'est non? Hein? Non. Non, ok, c'est vrai. Peut-être un commentaire à la limite. Oui, vas-y. Marie, les 17 étangs de 2018, on a caractérisé la végétation dans un rayon de 100 mètres. OK? Si jamais c'est des données qui peuvent vous intéresser. Oui, certainement. Ça a été fait sur des autres années, donc on pourra voir comment on met l'information en commun. Vraiment une caractérisation grossière, mais peut-être qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Okay. Les étangs de 2018 sont en fait. Notre population d'étangs ne sera pas homogène parce que c'est peut-être un peu au courant de ce qui a été fait les 2 années d'avant. Ceux de 2016 et 2017 sont dans des anciennes coupes, là où il n'y a pas eu de coupe. Alors que ceux de 2018 ont été ciblés vers des coupes, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement des proportions. Là. Je pense qu'il y avait une proportion en bande, une proportion jardinage, une proportion de vieilles coupes aussi. Donc, la population d'étangs ne sera pas nécessairement comparable. Je doute qu'on puisse faire beaucoup de stats là, avec des en 2017, on a les deux. On a aussi les étangs qui sont en zone non perturbée depuis un mois. On a un équilibre. Oui. Okay. Ça va être intéressant de mettre vos nouvelles informations avec tout ça, puis éventuellement de connecter aussi avec les informations que vous avez sur les espèces qui ont été identifiées. Une question, moi, justement, est-ce que vous avez vu des traces d'effets des perturbations passées sur sur la physionomie des étangs? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu des travaux forestiers, parce qu'il y en a eu, depuis la fin du 18e, qu'il y a des travaux forestiers à Kennok, là. Il y en a eu, là. Des fois, ça a été aménagé 3-4 fois, ça. Donc, est-ce que vous avez vu des traces est-ce que ces systèmes-là sont finalement très résilients? Non, on n'a pas vu de traces évidentes. Ce qui est le plus évident, c'est les secteurs où il y a eu de la coupe il n'y a pas très longtemps, parce que le couvert forestier n'est pas le même. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui influencent l'hydrologie. La forme de la cuvette, l'épaisseur des sédiments, la position en haut de pente, au milieu de pente, en bas de pente. Puis même si on en a 7 sur lesquels on a pas mal d'informations, on n'en a pas assez dans chaque condition pour identifier vraiment les facteurs. Est-ce qu'on est capable de mettre en évidence l'effet des pratiques il y a 50 ans, par exemple, par rapport à d'autres où il n'y aurait rien eu? Non, on n'a pas assez de sites pour le faire. La variation inter-site est beaucoup plus grande que ce qu'on est capable de mettre en évidence. Mais ça peut être comme de l'orniérage dans cette machinerie, ou est-ce que ça a l'air quelque chose relativement naturel? Les cuvettes qu'on a là, non, c'est naturel. OK. Oui. C'est pas comme il y a de la machinerie qui est passée, puis ça l'a tranquillement, non, c'est pas ça. Non, parce que t'es vraiment dans une cuvette de roc, là. Puis avec des sédiments qui ont rempli la cuvette, puis la matière organique qui est là sur les sites qu'on a fait du carbone 14, qui est là depuis des centaines d'années. La géologie suggère qu'il y aurait nécessairement quelque chose là, peu importe qu'il y ait des travaux. Oui, c'est ça. Ouais. C'est peut-être pas le cas partout, mais avec ce qu'on a comme information, pour l'instant, on n'est pas capable de dire ça a l'air de quelque chose de complètement tropique. En fait, à l'inverse, est-ce que ce ne serait pas possible que de l'orniérage a fait provoquer du ruissellement, puis a fait que
Il y a des étangs vernaux qui étaient là, qui ne sont plus là. Est-ce que vous êtes arrivé à des endroits, il devrait y avoir un étang vernal? Ah, mais non, ça coule par là. Ben, oui, il y a un potentiel d'étang vernal un peu partout, hein, parce que ben, tu vois bien le paysage, hein, c'est plein de cuvettes comme ça, puis il n'y a pas des étangs partout. Pour qu'il y ait un étang, il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive aussi, il faut qu'il y ait de l'eau de surface, mais on commence à comprendre qu'il faut qu'il y ait de l'eau souterraine aussi pour maintenir à certaines périodes de l'année. Puis on est dans le bouclier canadien, c'est le matériau, c'est la formation géologique de roc fracturé qui est le moins perméable au Québec. Et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau qui circule là-dedans. Et que si on est dans un secteur où il y aurait eu, par exemple, peut-être un peu plus d'érosion par le passage des glaciers, un peu plus d'abrasion en surface qui fait qu'il y a moins de fractures qui sont ouvertes, qui peuvent provoquer l'écoulement souterrain, la résurgence de l'écoulement souterrain, bien, juste cette absence d'écoulement-là peut peut-être faire en sorte qu'il n'y en a pas à cet endroit-là d'étang. Quand on a commencé le projet qui avait été financé par la SFI, là, on avait été sur le terrain en décembre, on avait accompagné les forestiers, puis on suivait la machinerie, puis ben, en fait, on voyait que la machinerie était passée à comme... En tout cas, la réglementation dit qu'il faut une dizaine de mètres où on ne passe pas, là. Parce que c'est considéré comme un environnement intermittent, donc un peu comme une rivière intermittente, mais c'était très proche, vraiment très, très proche. On passait, puis on voyait les temps, puis on se dit, ça doit arriver des moments où les temps n'ont pas été flagués, parce que oui, je pense qu'ils essayent de les flaguer. Maintenant, oui. Mais qu'il y ait eu un passage dans un étang, c'est l'hiver, on voit à peu près rien. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'arbres qu'il y a un étang nécessairement. Donc, c'est certain que ça s'est produit. Une fois que ça se produit, il y a probablement un potentiel de plus de ruissellement aussi. Puis ça peut être très... c'est certainement dommageable pour l'habitat, qui des espèces qui voudront s'installer là au printemps, mais ça va changer l'hydrologie du système aussi. C'est pas simple de voir. C'est tellement des petits environnements que c'est pas simple à étudier à ce niveau de détail. Oui, David. Une petite question naïve. Est-ce que on sait s'il y a de la vie dans les... on regarde la matière organique là, qui s'accumule. Une fois que l'étang s'assèche l'été, est-ce qu'il y a de la vie dans cette matière organique-là, dans le sol, qui est en mesure de décomposer, ou c'est pas très... Dans la matière organique, ici, une fois qu'elle est sèche... Dans le sol, il y a un peu de minéral, de matière organique. Comparativement à ce qu'on observe, des fois, on sait que maintenant, en forêt, il y a de plus en plus de vers de terre exotique. Est-ce qu'il y a de la bioturbation? Est-ce qu'il y a du recyclage de cette matière organique-là, ou elle a plutôt tendance à s'accumuler?